Donc, Gilles Ratier, ici présent, conférencier talentueux, va vous parler de la BD anglaise. Je ne doute pas que ça vous plaise. Après, on va manger avec le conférencier au petit restaurant qui est ça s'appelle Antique. C'est où il y avait l'ancienne, comment ça s'appelle, clinique Chénieux. Alors, s'il y en a qui veulent venir avec nous, ben, vous levez la main, pas pour aller au WC. Et vous étiez inscrit, non? Non, mais ceux qui sont inscrits, c'est pas peine de lever la main. Ceux qui ne sont pas inscrits, ok. Ça fait un 2. Si, je vous ai inscrit, je suis désolé. Bon, ok. Bon, je vais laisser la parole à Gilles. Et puis, est-ce que vous connaissez un peu la BD anglaise? Oui, certains, je suppose. Ouais, c'est vrai que c'est anglais, Kit Carson. Bon, ça marche, là? Ouais. La technique, hein, rien, super. Bon, pareil, bonsoir et merci d'être venu, déjà. Quand il y a 2 ou 3 ans, Hubert Hall, qui vient de prendre la parole, le président de l'association France-Angleterre, m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait faire une conférence sur la bande dessinée anglaise. Je l'ai regardé un petit peu, puis je lui ai dit, bah oui, moi, je peux éventuellement m'en charger. J'étais plutôt gonflé à l'époque parce que, bon, certes, j'avais quelques notions sur la bande dessinée européenne et même mondiale. D'ailleurs, j'étais en train de travailler sur un projet d'anthologie de la bande dessinée européenne qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Donc, j'avais quelques notions, mais je vous préviens tout de suite, je parle très, 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 très mal anglais. Enfin, disons que je ne parle pas, ça c'est le plus simple. Je vais essayer de pas trop esquinter les noms d'auteurs, de séries ou de revues que je vais vous citer. Je ne vais pas vous en citer beaucoup, rassurez-vous. En revanche, vous allez voir, je vais vous passer beaucoup d'images. Alors, je ne vais pas toutes les commenter, hein, c'est juste pour vous montrer ce monde foisonnant que j'ai fini par découvrir, parce que je me suis quand même... Je suis quelqu'un de sérieux, si. Ça n'a pas l'air comme ça, mais si, je suis très sérieux. Et j'ai donc pris la tâche à cœur et j'ai essayé de me renseigner le mieux possible pour découvrir ce monde que je connaissais pas si bien que ça, même j'étais loin de bien connaître. Non seulement c'est foisonnant et riche, mais aussi l'Angleterre est un pays, on va dire, précurseur en ce qui concerne la bande dessinée. Alors qu'on a plutôt tendance à penser que ce sont d'autres pays européens comme la France, l'Italie ou la Belgique qui sont les premiers à avoir posé les bases de la bande dessinée en Europe. La tâche a été d'autant plus dure que s'il existe des livres sur l'histoire de la bande dessinée polonaise, suédoise, portugaise, taïwanaise même, sur la bande dessinée anglaise, il n'y a rien. Du moins en français. Il existe heureusement des ouvrages anglais. Alors, comme je vous l'ai dit très très bien anglais, que je comprends très très bien, ça m'a été d'une grande aide. Pas du tout, en fait. Si, quand même, parce que j'ai vu des images, donc on voit. Et heureusement, aujourd'hui, il y a Internet, il y a quelques sites spécialisés anglais, mais avec une traduction. On peut faire traduction Google, là, donc on y arrive. Et j'espère être arrivé à avoir fait le tour. Enfin, pas le tour, parce que c'est tellement diversifié, mais au moins vous montrer les grandes phases et les grands moments de l'histoire de la bande dessinée de Grande-Bretagne. Alors, comme c'est compliqué quand même tout ça, je ne parle pas tout le temps librement comme je viens de le faire. J'ai un papier. Je suis désolé, mais sans papier, ça va être dur de le faire. Et je vais vous montrer donc pas mal d'images. Donc, je vais plutôt m'asseoir là. Alors, on ne peut plus le contester aujourd'hui, ça marche, oui? Ça marche bien, vous entendez? Oui, parfait. On ne peut plus le contester aujourd'hui, c'est l'écrivain et pédagogue Rodolphe Töpffer qui a inventé la bande dessinée moderne, diffusant souvent par lui-même ses récits en images sous forme d'albums publiés au format à l'italienne et à plusieurs centaines d'exemplaires à partir de 1833.
En utilisant toutes les ressources des techniques narratives dans ses histoires en estampes, œuvre d'imagination et de divertissement avant tout, il s'approprie ainsi le support imprimé, lequel connaît alors un important développement intimement lié au progrès technique du moment. Là, vous avez sa première bande dessinée qui était réalisée en 1831, mais publiée seulement 2 ans plus tard. Alors voilà à quoi ressemblait ce qu'on appelle communément la première bande dessinée digne de ce nom, c'est-à-dire au moins une suite d'images qui racontent une histoire. Cela dit, dès le XVIIe siècle, donc un siècle avant la diffusion des œuvres de Töpffer, des illustrateurs et des caricaturistes, notamment d'origine anglaise, se sont essayés à divers essais de narration par l'image dans une grande variété de supports imprimés, séries de gravures, livres, journaux satiriques, etc., qui constituent autant de racines menant à l'élaboration du vocabulaire graphique de ce qui constitue aujourd'hui la bande dessinée. Alors là, vous avez un exemple de gravure par John Reynolds, un jeu de cartes qui raconte une histoire. C'est vraiment des gravures sur carte et ça raconte une histoire. C'est vraiment un des ancêtres de la bande dessinée. Un autre exemple du même auteur que tout à l'heure, là, Francis Barlow. Alors, vous voyez déjà, en 1682, il y a même déjà des phylactères. Alors, je crois qu'on peut faire des... Attendez, excusez-moi, je regarde, je ne maîtrise pas le style parfaitement. Voilà, vous voyez, il y a déjà des phylactères, donc des bulles, si vous préférez, en 1682. Alors, pourquoi ce n'est pas déjà ce qu'on appelle la bande dessinée? Simplement parce que c'est des gravures, donc c'est tiré à très peu d'exemplaires, 2, 3, 4, peut-être une dizaine. Ce qui n'est pas le cas des œuvres de Töpffer dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, elles, sont tirées au moins à une centaine d'exemplaires. Ainsi, l'Angleterre, pays traditionnellement moins porté vers la bande dessinée que d'autres nations européennes, comme la Belgique, la France ou l'Italie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourrait bien, contre toute attente, être l'un des berceaux de ce qu'on appelle désormais le 9e art. Ceci surtout grâce aux expérimentations du peintre William Hogarth. En effet, ce peintre très connu, qui était un observateur inspiré de la société britannique, a produit plusieurs séries de gravures, des prémices d'histoires satiriques qui vont fleurir dans la presse anglaise tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Voilà une gravure qui est une suite d'histoires. Bon, muette. En voilà une avec un texte dessous, toujours du même auteur, donc William Hogarth, donc un peintre normalement. Enfin, il était surtout connu comme peintre. Un élève de Hogarth, Thomas Rowlandson, connu pour ses illustrations, notamment un poème comique qui a peut-être directement inspiré Töpffer, publie à la fin de 1783 une satire politique d'une planche, suivie d'une autre en janvier 1784, c'est celle que je vous montre à l'écran, comportant des bulles de dialogue, comme tout à l'heure, et même une bulle de pensée. La bulle de pensée, elle est là. Pas très bien ici, mais c'est complètement novateur aussi, mais là également, c'est tiré à très très peu d'exemplaires. Alors, ses compatriotes Richard Newton et James Gillray, vous avez poursuivent la tradition de Hogarth avec des caricatures politiques en images successives où l'on trouve également des phylactères, donc des bulles si vous préférez. Alors, là, vous avez encore c'est Thomas Rowlandson, donc l'élève d'Hogarth encore. C'est un autre exemple de ce qu'il pouvait faire, donc sans phylactère là, mais bon, vous voyez, c'est assez amusant. Voilà James Gillray, l'autre élève d'Hogarth, un style vraiment satirique. James Sayer, autre poursuiveur donc, de l'œuvre d'Hogarth, dans un style plus traditionnel, on va dire. En 1825, paraît le premier magazine entièrement consacré au dessin humoristique,
The Looking Glass, dans lequel William Heath inaugure la formule To be continued, je vous avais dit que je parlais très mal anglais, à suivre en français, et crée un récit avec des bulles en 1830. Alors, là vous avez une histoire à suivre de William Heath, et la fameuse histoire avec des bulles dont je vous parle tout à l'heure, dans The Looking Glass, voilà. À la même époque, pour montrer où en était le 9e art en Angleterre lorsque Topfer fait imprimer son premier album, voici une publication de Charles Jameson Grant qui date de 1834. Cette aventure en 3 bandes superposées en couleur se lit de gauche à droite et utilise des bulles pour le dialogue des personnages. Ceci plus de 60 ans avant que le procédé est censé avoir été inventé dans les journaux américains. Et même graphiquement, c'est même, à mon avis, presque supérieur à ce que faisait Topfer. Bon, Topfer a une autre efficacité, une autre puissance. Et puis surtout, je le répète, ça, c'est seulement une histoire en 3 bandes, comme vous le voyez, alors que Topfer, c'était des ouvrages d'une centaine de pages. À la même époque, le modèle allemand de la publication dans les magazines satiriques de pages narratives dessinées au milieu des caricatures et des textes humoristiques se répand dans toute l'Europe. En Angleterre, la caricature journalistique se développe surtout dans l'hebdomadaire Punch dès 1841. Alors là, vous avez donc... Ce serait peut-être plus simple que je le tienne. Ouais. Voilà. Donc voilà plusieurs exemples de pages que l'on trouvait dans les revues satiriques de l'époque. Bon, je ne vous les commente pas toutes. Hein, je vous montre, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très proche de ce qu'on appelle la bande dessinée, enfin, ce qu'on va appeler la bande dessinée. Là, il y a même un dessinateur d'origine française, Georges-Louis Palmela Busson du Maurier, qui est signé donc Georges sans S du Maurier. Et dans la même ligne éditoriale, le magazine Judy propose des aventures du vagabond Alice Sloper, dit The Friend of Man, l'ami du genre humain. Il semblerait qu'il s'agisse du premier personnage récurrent de ce que l'on appellera plus tard la bande dessinée. Il fera l'objet de nombreux produits dérivés, adaptations théâtrales ou cinématographiques, et même aura droit à une revue spécifique. Le créateur de la série, Charles-Henri Ross, étant devenu le rédacteur en chef de Judy en 1869, se fera seconder, voire même remplacer sur sa série Alice Sloper par son épouse, Marie Duval, encore une dame, enfin pas encore une dame, quelqu'un d'origine française, mais cette fois-ci c'est une dame. Et d'ailleurs, c'est certainement la première femme dessinatrice de bande dessinée en Europe. Cependant, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Angleterre va aussi être l'un des premiers pays à publier des bandes dessinées dites journalistiques, des reportages en images, des récits de voyage, toujours en images, des chroniques vécues, avec souvent un style très réaliste. Ceci par l'intermédiaire de ces deux plus grands hebdomadaires d'actualité, The Illustrated London News et The Graphic. Alors la première est peut-être pas très réaliste, même dans un traitement assez humoristique, mais vous allez voir les suivantes. Voilà. Donc c'était des reportages, des faits divers qui étaient mis en illustration, et c'était carrément même donc des bandes dessinées, comme vous pouvez le voir. Et graphiquement, c'était assez étonnant, comme ce Alfred Chantrey Corbould ou ce Joseph Nash. On est très très proche des gravures. Hein. Elle a une autre, celle de Reginald Cleaver, que j'aime beaucoup aussi, avec en couleur. Par ailleurs, la revue Funny Folk, elle propose principalement des strips, c'est-à-dire des bandes de 2 ou 3 images, ou des cartoons, donc une seule image en fait, humoristique,
dès décembre 1874. Dans le même esprit, le magnat de la presse Alfred Harmsworth, j'ai vraiment du mal avec ce nom-là, propriétaire des quotidiens Daily Mail et The Daily Mirror, il rachètera le Times en 1908, crée les 2 premiers journaux anglais principalement composés de bandes dessinées, Comic Cuts et Illustrated Ships. Bon marché et à fort tirage, ces magazines sont principalement destinés à la classe ouvrière, qui était alors semi-alphabétisée. Les images étant plus faciles à comprendre pour un lectorat, hélas peu instruit encore. Alors, voilà donc les bandes qu'on trouvait dans ces 2 revues, donc Illustrated Ships et Comic Cut. C'est déjà la naissance de ce... Vous allez voir, on va trouver beaucoup par la suite de ce genre de dessin, très proche du cartoon, du dessin animé en fait. Vous allez voir qu'en Angleterre, c'est vraiment une bande dessinée, un style de bande dessinée qu'on retrouve régulièrement. D'ailleurs, certains les gens qui ne regardent pas de près disent c'est tout le temps dessiné pareil. En fait, non, mais il faut regarder ça. Et ça va aussi amener jusqu'à l'underground plus tard, dans les années 70. Alors, signalons que dès cette époque, les quotidiens d'information, qui eux étaient lus en priorité par des adultes plus cultivés, accordent eux aussi une large place à l'illustration et à la bande dessinée. Voilà par exemple ce qu'on pouvait trouver dans le Daily Mirror. Par ailleurs, dans toute l'Europe, les histoires en images sont en train de prendre le pas sur les autres rubriques des revues destinées aux enfants, lesquelles vont devenir le support privilégié de ce qui est maintenant la bande dessinée. Ceci grâce à l'amélioration progressive de l'enseignement public. Aussi, par l'intermédiaire du groupe qu'il a créé en 1901 et qui s'appellera successivement, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Amalgamated Press, Fleetway Publication ou Egmont UK, ce qui est encore son nom aujourd'hui, Alfred Harmsworth, donc le propriétaire du Times, lance alors en 1914 The Rainbow, un périodique principalement destiné aux jeunes lecteurs. Notons que la série vedette, que vous voyez là sur l'image, Teacher Tim and the Brain Boy, a été créée 10 ans plus tôt pour le quotidien de Daily Mirror et qu'elle a la particularité de comporter à la fois un texte sous l'image et des phylactères. Alors, ce n'est pas le cas de cet extrait qui était publié dans The Daily Mirror, mais quand la série passe dans The Rainbow, vous voyez qu'il y a à la fois un imposant texte sous les images et des bulles dans les images également. Ça sera aussi le cas de nombreuses autres bandes de la même époque. Là, vous avez les aventures de Teddy Tail dans le Daily Mail. Alors là, il n'y a pas de bulle, mais il y a un gros texte dessous. Une adaptation de Charlot, de Charlie Chaplin, en bande dessinée. Charlie Chaplin était au fait de sa gloire à ce moment-là. Et donc, outre les films, on a adapté son personnage en bande dessinée. Pareil, avec du texte dessous et des bulles à l'intérieur. Ou donc, une bande dessinée animalière qui aura un grand succès à l'époque, Pip, Squeak and Wilfred, qui a également été créée dans le Daily Mirror. Remarquons que pendant cette période, certaines histoires en images se situent à la limite de ce que l'on considère aujourd'hui comme la bande dessinée, à l'instar de ces suites de vignettes muettes publiées dans les revues satiriques et qui s'adressent à un public plus adulte. Vous en avez une ici publiée dans Punch, par un auteur qui deviendra assez célèbre, Batman. En voilà une autre, faite par William S. Robinson. Finalement, jusque dans les années 20, peu d'auteurs de bande dessinée utilisent la technique des balloons, donc des phylactères, popularisée aux États-Unis, laquelle a pourtant été employée de longue date, comme nous l'avons vu tout à l'heure, par les caricaturistes anglais de la fin du XVIIIe siècle. En effet, vous allez voir, voilà, par exemple Rupert, le petit ourson, qui est un héros assez connu de la littérature enfantine, et qui est une bande dessinée, puisqu'il y a c'est une histoire en images qui se suit. Il y a énormément de texte dessous. Vous voyez. Ça, c'est un autre Rupert, mais ce n'est pas le même, c'est un petit oisillon, celui-là.
Ils s'appelaient tous les deux Rupert. Ils sont créés à la même époque, pratiquement. C'est pareil, il y a du texte dessous, mais là, il y a quelques bulles, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme là, vous voyez. Les bandes réalistes arrivent aussi à être publiées. Donc, en fait, c'est assez rigolo parce que les reportages graphiques ont été publiés avant les histoires réalistes en Angleterre, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs, dans les autres pays. Donc là encore, énormément de texte sous les images. Là, dans cet exemple-là, il y a des dialogues, mais il n'y a pas de bulles, comme vous pouvez le voir. J'ai du mal avec ce truc, voilà. Donc on imagine qu'il peut y avoir une bulle autour du dialogue, mais il n'y en a pas. Une très belle case d'une bande dessinée pour enfants, là encore, Bonzo the Dog, complètement muette. Et ils alternaient vraiment les techniques. Encore une série réaliste avec beaucoup de texte. Et là, une bande dessinée comique, toujours dans ce style très proche du dessin animé, qui alterne les phylactères et le texte sous les images. Ceci dit, en Angleterre, comme dans les autres pays de la façade occidentale de l'Europe, l'emploi du phylactère dans les images finit par se propager rapidement. C'est sous l'influence de divertissantes séries américaines, de plus en plus disponibles sur le vieux continent, que l'emploi de bulles entourant les dialogues commence à devenir la norme dans les histoires en images. Elles sont d'autant plus facilement accessibles au Royaume-Uni qu'elles sont publiées prioritairement, comme aux USA, ce qui n'est pas le cas encore vraiment dans les autres pays, souvent sous forme de strips, donc de bandes en 3 ou 4 images, dans les journaux quotidiens qui s'adressent à un public familial, enfants et adultes compris. Alors, dans l'histoire de me contredire, quand je parle de public familial, une des séries les plus connues qui était publiée dans le The Daily Mirror, donc un des grands quotidiens de l'époque, c'est Jane, qui est une héroïne qui passe son temps en fait à avoir des aventures pas possibles et se déshabiller peut-être pas de strip en strip, le jeu de mots est facile, mais au moins de page en page. Là, vous avez donc des séries plus classiques. Bon, je ne les commande pas toutes. Voilà, une page entière, parce qu'il y avait les planches du dimanche. Le dimanche, comme aux USA, les pages étaient... Alors, vous avez des strips la semaine, donc des bandes en deux, trois images. Et le dimanche, vous aviez une page entière. Ce qui est le cas là pour cette Belinda Blue Eyes. C'est le cas aussi de The Browns, le Sunday Post. De toute façon, le Sunday Post, je crois que ça n'était publié que le dimanche. Donc, voilà, encore un strip de l'époque. Là, vous avez l'un des premiers policiers en bande dessinée en Angleterre, Buck Ryan, qui a eu un grand succès. Une autre bande de l'époque, juste pour vous montrer les variétés de styles. Cette américanisation en marche de la bande dessinée dans toute l'Europe permet une diversification des thèmes, des discours, des techniques et des supports. Dans les magazines, les créateurs européens s'approprient tous les grands genres de la littérature populaire, aventures exotiques, historiques, policières, fantastiques, futuristes, burlesques, voire érotiques, nous l'avons vu. Cette diversification scénaristique et leur exploitation feuilletonesque provenant aussi de ce qui existait déjà dans les bandes dessinées américaines. Alors, je vais vous en passer un paquet pour que vous puissiez voir. Voilà, bon, toutes ces aventures exotiques, avec toujours ce système de texte sous l'image et de bulles à l'intérieur. Voilà, bande dessinée historique. Policière, avec le méchant toujours d'une race différente que le bon anglais. Mais bon, en France, c'était pareil. Ça fait beaucoup penser au Lotus Bleu et Tintin, pareil. Voilà, toujours ce graphisme
très proche des dessins animés. Une bande dessinée policière, bande dessinée historique nous sommes en 1939, donc en plein début de la guerre. La première bande dessinée de science-fiction réaliste, enfin du moins celle qui a eu une large diffusion en Angleterre, c'est un Nat Brandt. Encore une bande dessinée, bon, pas érotique, hein, mais les jeunes dames se retrouvent toujours en tenue aguichante, on va dire. Encore une bande dessinée de science-fiction. Alors, je m'attarde sur celle-là, ça s'appelle Garth, et la bande dessinée de science-fiction, une des plus connues de l'Amérique, du moins de cette époque. Et cette bande dessinée a duré très très longtemps. D'ailleurs, vous allez voir d'autres images tout à l'heure de cette série réalisée par d'autres dessinateurs. Je crois qu'elle s'est arrêtée dans les années 80, donc c'est vous dire qu'au moins 40 ans de bande dessinée, ça représente, même si c'est souvent que des strips. Alors ainsi, les périodiques anglais, conçus désormais comme dans le reste de l'Europe, principalement pour les enfants, contiennent de plus en plus de traductions de séries venues d'Amérique. Mais ces dernières vont favoriser l'émergence de créations originales, donc autochtones, souvent humoristiques, et qui subissent donc, comme nous l'avons déjà vu, la forte influence des cartoons, donc des dessins animés. Vous voyez, voilà tout à fait le genre de revue qu'on trouvait, quoi, de dandy. Voilà, un Donald Duck réalisé par des dessinateurs anglais, qui était assez doué d'ailleurs, William Ward, qui ne copie pas vraiment le créateur de Donald Duck, enfin, le dessinateur le plus connu de Donald Duck, Karl Barks. Il avait son style vraiment à lui, il était plus proche d'un Calvo en France. Voilà, d'autres séries donc, de l'époque. Alors, The Beano, je crois qu'on prononce Beano, je ne me trompe pas, hein, Beano Comics, qui est une des revues les plus connues de cette époque-là, avec pratiquement que des bandes dessinées humoristiques à l'intérieur. Voilà encore, bon, je vais essayer d'aller assez vite vous montrer ce genre de dessin. Alors, des fois, c'est limite lisible. Hein, vous voyez beaucoup d'images en une seule page. Les images étant un peu écrasées, surtout qu'il y a quand même du texte. Voilà, des fois, des compositions assez étonnantes, comme vous pouvez le voir ici, avec les cases entourées d'un autre dessin. Voilà encore une revue radiophone qui était publiée à l'époque. Toujours ce dessin très proche du dessin animé. Alors, je sais pas si... Bon, c'est vrai qu'on a l'impression quand même de toujours voir même le même genre de dessin, mais quand on y regarde de plus près, c'est quand même assez différent. Voilà. Une dernière pour la route. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le bloc des pays de l'Ouest européen qui acceptent le plan Marshall et qui se rangent donc derrière la protection des États-Unis, la production de bande dessinée va, malgré la pénurie du papier, s'intensifier dans un contexte pourtant peu favorable. En effet, les besoins de se divertir après les horreurs du conflit international sont alors devenus vitaux. L'humour et le réalisme des paysans, science-fiction, exotisme, western, étant les genres les plus prisés, car l'Angleterre, comme le reste de l'Europe, a besoin de héros auxquels s'identifier. Alors le héros auquel on s'identifie le plus souvent, c'est le bidas déjà, puisque il a fait la guerre, enfin il est en pleine guerre, là c'est une parodie. Hein. Alors voilà une page d'un journal comme le Daily Mirror à l'époque. On avait la même chose en France. Hein. Donc là-dedans, on pouvait retrouver des séries qu'on a vues tout à l'heure, Buck Ryan, le policier, la Belinda, tout à l'heure aussi, qui était sur une planche du dimanche, Garth, la série de science-fiction, mais aussi donc, des traductions de bandes dessinées américaines comme Popeye, que vous avez ici. Voilà, d'autres
bande dessinée de l'époque. Alors dans tous les genres, hein, mais même humoristique, comme Before the Bear. On retrouve la fameuse Jane qui se déshabillait, qui continue d'ailleurs à se déshabiller dans les strips. Elle aussi, c'est avec un autre dessinateur, Michael Hubbard. On la trouvera en France traduite dans Charlie Mensuel. Pas Charlie Hebdo, Charlie Mensuel, c'est une revue de bande dessinée. On trouvait aussi des strips tout à fait étonnants, comme ce Flouk de Trog, avec un graphisme assez moderne pour l'époque. Voilà. Il finit donc sur une bande plus classique, voilà, qu'on trouvait dans une revue qui s'appelait The Comet. Au début des années 50, le style réaliste d'ailleurs, ce style réaliste là que vous voyez sur ce genre de planche, va aussi s'imposer dans les comics anglais par l'intermédiaire des pockets, c'est-à-dire les petits formats. Notamment ceux publiés par le groupe éditorial d'Alfred Harmsworth. J'ai toujours du mal à le prononcer, ce groupe, c'est Amalgamated Press, qui est surtout connu sous le nom de Fitway à partir de 1959, ou par la DC Thomson, dont la production industrielle implique le recrutement d'auteurs étrangers qui travaillent dans le plus parfait anonymat, et pour des sommes souvent ridicules. C'est le cas de l'Argentin Alberto Breccia, du Portugais Eduardo Coelho, du Français Guillermo Minou, des Espagnols Jesus Blasco et Victor de la Fuente, ou encore des Italiens Dino Battaglio et Guido Buzelli, et même Hugo Pratt, le futur dessinateur de Corto Maltese, qui fit pas ses armes, puisqu'il avait commencé en Argentine, mais aussi travailla pour l'Angleterre pendant pas mal d'années. Cette internalisation des artistes va également déboucher sur une externalisation facilitée des ventes. C'est ainsi que les petits formats bande dessinée ont aussi envahi nos contrées à la même période. Ceux qui sont de mon âge, on va dire, à peu près, j'en vois quelques-uns, pas beaucoup dans la salle, se souviennent de tous ces petits formats qui envahissaient les maisons de presse. Et donc, en effet, la plupart des bandes contenues dans ces pockets ont été traduites en français, en particulier par les éditions Aredi ou Imperia. Le cas, par exemple, de Buck Jones, que vous voyez là. Alors, la différence, c'est que les formats anglais étaient légèrement plus grands, donc ils étaient obligés de remonter les pages, donc, ou d'agrandir carrément les cases pour que ça loge dans le format. Donc ça dénaturait complètement les pages originales. Vous allez le voir d'ailleurs tout à l'heure avec d'autres reproductions. Et ce qui est amusant en France, c'est que comme les héros ont eu beaucoup de succès, hein, Buck Jones, Kit Carson et compagnie ont eu énormément de succès, donc ils ont embauché une équipe d'auteurs autochtones, hein, de Français, pour continuer les aventures, alors que la série est arrêtée en Angleterre. Par ailleurs, la perméabilité aux autres médias et aux autres supports permet une circulation à double sens. Les héros comme Buffalo Bill, Robin Hood, Robin des Bois, Kit Carson, dont on parlait tout à l'heure, passant indifféremment du roman à la radio, au grand ou au petit écran et à la bande dessinée, et vice-versa. Alors, vous voyez, par exemple, une planche originale de Kit Carson, rien à voir si vous avez connu les petits formats. Là, on voit vraiment qu'il y a énormément de différences, que le remontage était... Et je ne vous parle pas des textes qui étaient complètement revus, édulcorés. Voilà. On trouvait aussi des bandes dessinées pour les filles, hein. Il y avait aussi des pockets pour les filles. Voilà, bon, le fameux Robin des Bois. On trouve même des super-héros, parce que les super-héros ont déjà envahi les USA, mais il va y avoir alors s'ils sont à l'époque pas trop traduits, ils sont un peu traduits, mais pas tant que ça, il va y avoir des créations autochtones, donc, dont le fameux Marvelman que vous avez ici, et le Young Marvelman, voilà, toujours par le même auteur, Mick Anglo. Mon ami Jean Depelé, qui est dans la salle, vous ferez une conférence à lui sur uniquement ce sujet pendant 1h30 sans aucun problème sur cette série et sur ses avatars. Mais enfin là, c'est pas on ne va pas trop s'attarder parce que déjà, on en est qu'en 1954, donc il y a encore quelques chemins à parcourir. Donc je vais essayer d'avancer pour pas trop vous lasser.
Des bandes sportives aussi. Vous voyez aussi que le graphisme, déjà, des 1954 est assez chiadé, on va dire, hein, pour être un peu plus vulgaire. Très belle planche de Buffalo Bill aussi. Dick Turpin était un héros de la littérature anglaise, aussi très connu, qui passe aussi en bande dessinée, comme je vous le dis tout à l'heure. Ça passe du roman au cinéma, du cinéma à la BD, etc. Encore un Robin Hood de très belle facture par Frank Bellamy, qui là encore utilise à la fois le texte sous l'image et les phylactères à l'intérieur. Blatter Britton, une célèbre bande d'aviation qui était aussi traduite dans les pockets en France. Là encore, on peut voir la différence entre la planche originale anglaise et les traductions, enfin ceux qui les ont vus à l'époque, les traductions en France et le remontage surtout. Là, vous avez encore une bande de science-fiction. Voilà. Alors voilà comment étaient représentés ces comics, enfin ces pockets, je veux dire. Donc Kit Carson, Buck Jones, tout ça a été traduit donc en France, David Crockett. D'ailleurs, au niveau des maquettes, ils gardaient à peu près les mêmes éditions impériales, gardaient ce genre de maquettes. C'est une aventure d'espionnage. Voilà. Les séries d'aventures sont aussi privilégiées avec l'arrivée de revues. Alors là, grand format, vous allez pouvoir en voir tout à l'heure, qui sont destinées cette fois-ci à un public vraiment adolescent, à l'instar de la revue Eagle, donc, que vous voyez ici, qu'on considère comme le sommet de la bande dessinée anglaise des 50s, avec notamment la série de science-fiction Dan Dare, c'est celle que l'on voit en première page ici, ou de Lion, ou encore Girl pour les filles. Des revues avec des couleurs souvent tape à l'œil et des graphismes hyper réalistes. Alors, je remercie encore mon ami Jean Depelé qui est dans la salle, qui m'a prêté que vous pourrez consulter à la fin d'ailleurs si vous avez envie, tout un lot de Eagles de l'époque. C'est assez étonnant, donc avec ces couleurs vraiment très tape à l'œil. Ce qui est amusant aussi, c'est que la revue pilote qui va être créée en 59, donc 9 ans plus tard, en fait, c'est énormément inspiré de la maquette de cette revue anglaise et traduira d'ailleurs certaines séries publiées dans Eagle. Alors, vous allez en voir quelques-unes, des westerns. C'est le même western avec un autre dessinateur. Encore un western, c'est toujours le même d'ailleurs. Une série historique, exotique. Voilà, Lion, donc, qui est l'équivalent. Hein, en fait, il ressemblait beaucoup à une copie conforme d'Eagle, avec d'autres séries. Donc, il y avait pour les filles Girl, très belle bande, aussi très bien dessinée, comme The Belle of the Ballet. Là aussi, tout ça est traduit en France, mais remonté souvent. Belle of the Ballet, je crois que c'est publié dans les revues de Marie-Jacques en pocket. Et là encore remontée et de toute façon est complètement traduite différemment du texte original. Voilà l'exemple de Girl. Autre série de science-fiction publiée dans The Lion. Là, c'est encore dans Eagle. Il y a quand même du noir et blanc dans Eagle. Hein. C'était pas tout en couleur. Je vous montre surtout, c'est pour vous montrer les couleurs, surtout qui sont vraiment assez extraordinaires. Là, je pense que c'est la série a été créée par Ruggiero Giovannini, mais là, c'est Ron Ebleton qui dessine, qui lui aussi avait un graphisme hyper réaliste. Il y avait même la vie de Winston Churchill qui était proposé en bande dessinée dans Eagle. Voilà. Excusez-moi.
Alors, passons aux strips. Donc, il y avait les revues. Les strips, eux, continuent à être publiés. Donc, les strips, je vous rappelle, les bandes en 3 cases, dans les quotidiens anglais, qui, eux aussi, sont de plus en plus réalistes dans leur graphisme. Surtout ceux qui exploitent les thèmes de la science-fiction, du western ou des comédies sentimentales. Alors, ça n'est pas vraiment très réaliste, mais bon, on s'y approche. Et voilà, c'est plutôt le cas d'une célèbre bande dessinée de science-fiction, Jeff Hawks, qui a aussi été publiée dans Charlie Mensuel, puis un album aux éditions Glénat, et qui reste, je n'ai pas tout relu, mais j'en ai relu une partie il n'y a pas longtemps, et ça reste très moderne, très intéressant. Encore une bande dessinée réaliste d'époque. Le très amusant Romeo Brown, alors ça c'est le créateur qui est d'origine hollandaise, qui signait Maz, son vrai nom c'était Mazur. Alors là c'était comme Jane un petit peu, sauf que le héros lui ne se déshabillait pas, puisque c'était un homme, c'est normal, il ne s'habille pas, mais il était toujours entouré de jeunes dames qui se retrouvaient toujours, bon, pas nues, hein, jamais, mais dans des tenues suggestive, on va dire. Encore une bande dessinée de science-fiction. Un western, donc on peut aussi apprécier le graphisme très minutieux. Encore un autre, non, ça celui-là c'est une énigme policière, Carol Day. On retrouve Romero Brown par un autre dessinateur qui est très talentueux, qu'on retrouvera plus tard, Jim Holdaway, et son scénariste qui fera une très longue carrière et qui écrira de nombreuses séries, dont Modesty Blaise, dont on parlera tout à l'heure, Peter O'Donnell. Quand un personnage est connu, style Buffalo Bill ou Wyatt Earp, le fameux shérif cow-boy, bien sûr, les bandes dessinées utilisent ce genre de personnage qui apporte beaucoup de succès. C'est le cas aussi de Gun Law. Et même James Bond, qui après avoir eu le succès au cinéma, enfin d'abord en littérature, puis au cinéma, va trouver le succès également en bande dessinée dès 1957. Pardon, excusez-moi. Toutefois, le style humoristique, qui fut l'apanage donc des comic strips dans la presse britannique ou dans des revues comme The Beano, qu'on a vu tout à l'heure, revient également en force, que ce soit avec des dessinateurs prolifiques comme Léo Baxendale ou des séries qui seront mondialement connues, comme Les Brèves de comptoir de l'ouvrier paresseux et machiste Handicap, ou Les facéties du jeune Denis de Menace, je ne sais pas comment on dit, Denis la Menace en français, hein, qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme américain, qui lui aussi était très célèbre et qui est adapté au cinéma d'ailleurs. Alors voilà, différentes. Denis de Menace, je ne sais pas vraiment comment on dit. Il y a un spécialiste de l'anglais là, qui on dit si, comment on dit Menace? Non. Merci. Ah, désolé. Hein. Ah, donc le genre de bande toujours très inspiré des cartoons de dessins animés. Là, le fameux Léo Baxendale, donc je vous signais tout à l'heure, qui était très prolifique. Et à l'époque, en France, on va trouver beaucoup de ces bandes dessinées dans des revues comme Jeunesse Joyeuse, des choses comme ça, les revues qui publiaient à l'époque, Les Patents, dans des revues comme ça, on retrouve beaucoup son style, un peu très délirant. Le fameux Handicap dont on parlait tout à l'heure, donc là c'est un de ses premiers gags. Là encore, c'est une revue qui va être traduite dans Charlie Mensuel. Enfin, donc on ne va pas la traduire tout de suite en 1957, on va la traduire bien plus tard, dans les années 70. Donc là, il était feignant, c'est un ouvrier, donc feignant qui passe son temps au bistrot ou à engueuler sa bonne femme, qui, elle, fait tout le boulot, évidemment. Alors bien sûr, vous avez compris, c'est une parodie du machisme de l'homme. Donc d'autres bandes dessinées comme The Larks. Encore un truc dessiné dans un style à la limite entre le réalisme et l'humoristique. Enfin, c'est assez étonnant. Ou une bande un peu plus connue comme Perishers, qui a été traduite en France dans François ou des quotidiens français de ce genre-là. Voilà, avec deux dessinateurs, ça c'est le créateur,
Ça, c'est un autre c'est le dessinateur qui a fait connaître vraiment la série, qui s'appelle Donny Collins. Voilà. Pourtant, malgré cette popularité évidente, la bande dessinée britannique a très vite eu des opposants, dont certains indécrottables moralisateurs. La diffusion de comics américains dits d'horreur, des titres comme Tale from the Crypt ou The Vault of Horror, par le biais de versions anglaises imprimées notamment à Londres et vendues chez de petits marchands de journaux, va provoquer un véritable tollé. Cela va entraîner la loi de 1955 sur les publications nuisibles pour les enfants et les adolescents. Cette loi, soutenue par le Parti communiste britannique, opposée à la bande dessinée américaine, sera votée par le Parlement à la demande de l'archevêque de Canterbury, du ministre de l'Intérieur, de l'Union nationale des enseignants et de divers représentants officiels de l'Église anglicane et des autorités militaires et administratives. L'acte interdisait aux enfants et aux adolescents tout livre, magazine ou autre ouvrage similaire consistant entièrement ou principalement en histoire racontée en images, avec ou sans ajout d'écriture, décrivant des crimes, des actes de violence ou de cruauté, ainsi que des incidents de nature répugnante ou horrible. Bien que la loi ait une clause de temporisation en 1969, elle a été rendue permanente et continue d'ailleurs d'être en vigueur aujourd'hui. Rien d'étonnant, on avait la même chose en France avec la loi de 1949, qui a exactement les mêmes caractéristiques et qui a été créée également par un amalgame de gens qui étaient des communistes, des catholiques, des conservateurs. On a exactement ce même. La loi de 49 en France est toujours en vigueur. Mais là encore, ce n'est pas le sujet. On ne pourrait pas faire une conférence rien que sur ce sujet-là, très intéressant. Quoi qu'il en soit, les spécialistes des Yucca Comics, qu'on appelle ça, considèrent quand même que les années 50 et 60 sont l'âge d'or du comic strip britannique. On va retrouver les mêmes recettes d'aventure et d'humour qui continuent à se propager pendant 2 décennies supplémentaires, donc dans les années 60 et les années 70, tant dans la presse quotidienne que dans les magazines, qu'ils soient humoristiques, comme The Dandy, Wham, Wither and Chips, etc., ou consacrés à l'aventure, donc toujours Eagle, qui existe encore à l'époque, Lion, Valiant, Rangers, etc., etc. Alors là, va suivre toute une suite de diapositives que je ne vais pas vous commenter systématiquement, mais c'est pour vous montrer la richesse donc, de ces années 60 et 70 et des différents styles utilisés. On va commencer par les strips. Bristol est aussi traduit dans Charlie Mensuel, décidément qui a publié beaucoup de bandes dessinées anglaises. Le Maigret francophone, parce que j'allais dire notre, mais non, il est belge, Simenon est belge, donc le belge Maigret va être adapté, même si ça se passe en France, est adapté en bande dessinée en Angleterre. Bon, voilà, d'autres genres de bandes dessinées qu'on pouvait trouver dans les quotidiens, comme The Daily Mail. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jim Oldaway qui faisait Robert Brown. Le voilà dans Modesty Blaise, aussi une héroïne très connue en Angleterre. Une série d'espionnage. Encore une série d'espionnage. Seeker. Encore James Bond, mais là par un autre dessinateur d'origine yougoslave, Jaroslav Horak. Les bandes dessinées humoristiques aussi. On retrouve le fameux Leo Baxendale dont je vous parlais tout à l'heure, avec son style vraiment très particulier, et donc, qui va beaucoup être copié lui aussi, donc, par la bande dessinée humoristique anglaise. Voilà encore un autre excellent dessinateur de cette époque-là, Ken Red, parodie de Frankenstein, Frankie Stein. Voilà, d'autres bandes plus, on va dire, plus contestataires, qui ont un propos plus adulte. Donc là, on revient pour les bandes dessinées pour enfants. Voilà, vous voyez, vraiment, ce genre de dessin, on va le retrouver régulièrement. On va retrouver aussi donc, tous ces héros avec des couleurs d'aventure, avec des couleurs toujours très tape à l'œil. Donc la Beagle, c'est une série d'aviation très connue aussi, qui est aussi une adaptation d'un héros publié d'abord en roman.
Là, l'histoire de Vikings par Don Lawrence, qu'on retrouvera aussi beaucoup par ailleurs. Je vous en parlerai tout à l'heure. La vie de Jésus en bande dessinée par Frank Hampson. C'est le même dessinateur que le fameux Dan Dare de tout à l'heure, celui qui faisait les couvertures de Eagle. Ouais, tout ça ça me permet en fait, Eagle, c'était le rédacteur en chef, c'était un révérend anglais. Donc, ce qui explique qu'il y a beaucoup de références à la religion et au protestantisme, puisque c'est un révérend protestant, dans ce genre de bande dessinée. Fraser of Africa de Bellamy, qu'on avait vu tout à l'heure aussi, qui sera traduit dans Pilote d'ailleurs, dans la revue Pilote en France. Black Beau de Cheyenne, également traduit et malheureusement massacré en France dans les traductions, dans des revues comme Rintintin, des choses comme ça qu'on voyait à l'époque, dans les années 60-70. Hélas, pas souvent en couleur, ou alors quand c'était en couleur, pas de si belle couleur que celle-là. Encore une série historique. Alors, The Steel Claw, La main d'acier, très connu aussi, publié dans des revues comme Les Patents aussi. On retrouvait... alors là encore, on retrouve en Angleterre beaucoup de dessinateurs, soit argentins, espagnols. Là, c'est un espagnol, Jesus Blasco, très connu, qui dessine. Les Anglais utilisent donc beaucoup de dessinateurs étrangers, comme vous avez pu le voir, ou d'origine espagnole. Là, là, c'est Francisco Solano Lopez, qui est un Argentin. Voilà, bon, je vous passe. C'était publié dans les pockets dans Safari. C'est deux enfants qui avaient des habits préhistoriques comment tu dis déjà? Clip et Clop. Voilà, je me souvenais plus de la traduction. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Don Lawrence. Il va être surtout connu avec son Trigun Empire que vous avez ici. Voilà, d'autres planches. On peut quand même apprécier la minutie du dessin réaliste de l'époque. Et même la poupée Barbie va être mise en bande dessinée par Graham Thomas dans la revue Princess Tina. Voilà encore d'autres dessinateurs assez extraordinaires. Hein. C'est Donny Max Logling, je ne sais pas si je prononce bien. Certainement pas. Fish and Boy. Janus Stark était aussi traduit dans les pockets en France dans les années 70, toujours par l'Argentin Lopez, mais c'était publié au départ en Angleterre, produit en Angleterre. C'est le cas aussi d'Adam Eterno. Voilà. Alors, à partir des années 70, même si les créations humoristiques se développent toujours, le marché britannique de la bande dessinée pour les jeunes va décliner, car le support perd de sa popularité face à l'engouement des jeunes pour la télévision. Alors, donc, il reste quelques bandes dessinées quand même créées pendant les années 70 qui ont toujours ce trait humoristique très caractéristique. Vous pouvez voir. Voilà. Il y a même des choses un peu plus originales, comme le Father Christmas de Briggs, qui a été traduit en livre en français et qu'on retrouve, c'est le Père Noël. Et on le retrouve surtout en rayon de livres pour enfants. Dans toutes les bibliothèques françaises ont eu acheté ce livre-là, mais ne le classait pas du tout en bande dessinée, alors que c'est une bande dessinée. Il y a comme vous pouvez le voir, il y a des phylactères, et c'est une histoire en case qui suit avec une véritable narration. D'autres bandes dessinées de l'époque, toujours humoristiques, avec toujours le même style. Voilà, toujours pareil. Et encore, je vous en montre que vraiment la partie immergée, il y en avait énormément. Ce sont les séries les plus connues, du moins celles qui ont le plus de succès à l'époque. En réaction, les éditeurs tentent alors, et ceci dès le milieu des 60s, de proposer des adaptations de séries télévisées publiées dans des revues qui leur sont exclusivement dédiées.
Alors, vous voyez par exemple Thunderbird, bon, qui n'était pas très connu en France, mais enfin bon, je ne sais même pas si la série était diffusée, si je crois. Hein. Donc là, on a donc une adaptation de cette série qui avait beaucoup de succès en Grande-Bretagne. Toujours ces couleurs tapent à l'œil, ce trait hyper réaliste. Doctor Who, qui viendra tardivement en France, mais qui date déjà des débuts des années 60. Et dès 65, c'est adapté en bande dessinée. C'est un feuilleton télévisé que beaucoup de gens connaissent. Voilà encore une autre série adaptée, qui a eu moins de succès. Mais Star Trek, qui est connu aussi par les films aujourd'hui, mais qui était donc une série télévisée, également adaptée dès 70. Code Down aussi dans un style un peu plus psychédélique. Hein. Mais bon, je vous rappelle qu'on est dans les années 70. D'ailleurs, vous allez voir, ça va se sentir très rapidement dans la suite de l'exposé. UFO, alors ça, c'est assez étonnant parce que, vous voyez, c'est un mélange de dessins, mais aussi de photos. Ça, c'est une photo. Ça aussi, d'ailleurs. Mais là, vous voyez, c'est un... Citons aussi, parmi les tentatives pour récupérer le public des adolescents, le lancement de bandes entièrement axées sur le football. Pourquoi le football, vous me direz? Tout simplement parce que c'est un passe-temps aussi populaire que la télévision chez les jeunes garçons anglais, du moins à l'époque. Vous voyez ce genre de série donc sur le foot. Il y en avait une pléiade, voilà quelques-unes. C'est alors que les super-héros américains de la Marvel débarquent au Royaume-Uni, et ce sera aussi le cas en France, hein, avec Strange, des choses comme ça. Ça va être d'abord distribué par des éditeurs américains, puis via une filiale autochtone. Le succès est tel qu'en 1976, la société mère propose même de nouvelles créations spécifiques dues à des auteurs américains, mais uniquement pour le marché britannique, notamment dans la revue Captain Britain Weekly. Donc, ce sont des dessinateurs américains qui créent des héros autochtones, enfin anglais, pour le marché britannique. La science-fiction et plus largement l'action en général reste d'ailleurs un thème très prisé dans les rares nouvelles créations de séries d'aventures au contenu de plus en plus violent et souvent axé sur la guerre, surtout dans les revues publiées par DC Thomson ou encore 2000 AD, j'ai bien prononcé? Ouais, 2000 AD pour ceux qui fut le berceau des futures stars des comics américains et qui a donné naissance au fameux Judge Dredd, qui est aujourd'hui encore l'un des plus célèbres personnages de bande dessinée de science-fiction anglais. Alors, le fameux Garth qu'on a vu, qui était créé dans les années 40, vous voyez, qui continue dans les années 71, qui est repris par Frank Bellamy. Alors, les revues de guerre, il y avait des revues comme Warlord, vous voyez. Ça, c'est un super-héros local qui prend une apparence de léopard. Voilà, encore, bon, je passe, hein, je vous montre. Bon, le fameux Judge Dredd, alors qui va être... Bon, ça, c'est le créateur, hein, Carlos Ezquerra, qui est d'origine espagnole, ou argentine, je ne me souviens plus, je crois que c'est espagnol. Mais qui surtout sera connu par la mise en place de plein d'autres auteurs, dont Brian Bolland, que vous voyez ici. Mais comme vous voyez, j'en cite quelques-uns, ils sont très connus. Et le scénariste est très connu aussi, il s'appelle John Wagner. Là encore d'autres héros de l'époque. Les bandes de guerre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, curieusement, ces bandes dessinées sont trouvables aujourd'hui en album, sont éditées par l'éditeur Delirium, qui s'est fait un peu une spécialisation de publier la bande dessinée anglaise peu connue. Rob Hunter, toujours par le scénariste de Judge Dredd. Là encore, ça c'est le dessinateur-créateur de Judge Dredd, mais qui faisait d'autres séries, ouais, comme ici. Ça, c'est ces strips publiés dans les quotidiens, là, ici dans The Sun. Toujours ce goût pour les
pour les bandes dessinées, pas érotiques, hein, mais toujours avec des dames suggestives. Des choses plus proches de l'underground, comme ce Luther Arkwright. C'est traduit en français, tout ça. On le trouve dans l'excellent fonds de la bibliothèque municipale de Limoges, que mon ami Adrien Defard s'occupe actuellement. Donc vous pouvez trouver les Moonchild aussi, qui était une revue d'horreur pour les filles. Si, ça existe. C'était donc destiné à un lectorat féminin, mais c'était des histoires d'horreur. Il y a une anthologie qui doit être disponible à la bibliothèque également, en français. Le Charlie's War, la Grande Guerre de Charlie en français, qui montre les horreurs de la guerre. C'est une bande complètement antimilitariste, même si c'est des histoires de guerre. Donc vous pouvez trouver ça en français. Je crois qu'il y a 10 volumes en tout. Donc quoi lire. Des gros volumes en plus. Donc là encore, vous voyez que les dessins commencent à être un graphisme beaucoup plus psychédélique. On est vraiment dans les années 60, fin des années 70. Alors en effet, marquée par la récession économique, la société britannique des années 70 traverse une crise de conscience qui se traduira entre autres par l'explosion du phénomène punk. Et la bande dessinée n'est donc pas épargnée avec l'émergence d'une production violente et nihiliste, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Parallèlement, le mouvement underground et la contre-culture, sex, drugs and rock'n'roll, qui puisent leurs racines au cœur des contestations sociétales américaines du milieu des années 60, s'emparent également de la bande dessinée anglaise. Cette dernière s'adresse désormais prioritairement aux adultes et non plus aux enfants, et ceci bien avant les autres pays européens, au moins jusqu'à la fin des années 80. En France, il va falloir attendre, là au contraire, pratiquement le début des années 80 pour qu'on commence à comprendre que la bande dessinée, ça peut aussi s'adresser aux adultes. Et donc en Angleterre, dès le début des années 70, on s'adresse directement aux adultes, que ce soit par des strips, comme c'est ici avec The Brigham Cream Blood and Glow de Bill Tiddy. Le même Bill Tiddy qui sera surtout connu pour The Fosdyke Saga, qui va être traduite également dans Charlie Mensuel, mais là aussi beaucoup plus tard, dans les années 80, ou au moins fin 70, si pas... Voilà, où c'est l'apanage de l'underground, des hippies et compagnie. Ouais, le style de dessin qui est très proche de l'underground américain et qui en fait prend racine dans le dessin humoristique que l'on a vu tout à l'heure de bande dessinée humoristique anglaise. C'est toujours le même genre de dessin, mais poussé à l'extrême. Il y a même les débuts de Posy Simons, qui est aujourd'hui la dessinatrice anglaise de bande dessinée la plus connue, avec Gemma Bovary, par exemple, ou Tamara Drew, on verra tout à l'heure, qui est d'ailleurs, à ce propos, le week-end prochain, si des fois vous allez à Blois, qui est un festival très important à Blois le week-end prochain, elle est l'invitée d'honneur, c'est elle qui a fait l'affiche de la manifestation. Il y a une très belle exposition qui lui sera consacrée. Donc ça, c'est ses débuts dans les années 70. Alors voilà, je commande pas tout. Des graphismes des fois osés, dans les années 70. On ne trouvait pas ça du tout en France. Aucun dessinateur en France, alors que maintenant, c'est le genre de dessin qu'on trouve régulièrement dans les romans graphiques actuels. Dans les fins des années 70, en France, on ne trouvait pas du tout ce genre de dessin. Voilà, des choses plus classiques, mais là, c'est le texte qui est mis en avant, évidemment. Des parodies de super-héros, Brickman. Là encore, le mouvement underground, toujours, qui est très... je vous passe très vite tout ça. Ça, c'est publié dans Eagle à l'époque, parce que Eagle a continué à être publié très longtemps. Vous voyez des bandes dessinées, là encore, très proches de l'avant humoristique, mais un peu plus suggestive également. On commence vraiment à parler de sexe, ce qui n'était pas le cas avant.
une étonnante adaptation de L'amant de Lady Chatterley par Hunt Emerson dans un style underground là aussi, complètement décapant. Je vous parlais du mouvement punk. La représentante en bande dessinée, c'est Tank Girl, qui est dessinée par un Australien. C'est traduit en français. Il y a quelques albums. On trouve toujours tout ça à la bibliothèque, si vous voulez un jour les lire. Voilà. Et autre exemple de Flat Stag. Voilà. Tout en préservant leur identité insulaire, une nouvelle génération d'auteurs britanniques va s'affirmer dès les années 80, n'hésitant pas à travailler pour l'ensemble du marché anglophone, États-Unis compris. C'est-à-dire que jusqu'avant, les auteurs anglais travaillaient pour l'Angleterre. Point. Et là, ils vont trouver des moyens de faire publier leur bande dessinée aux USA et donc s'ouvrir un marché énorme à côté. C'est notamment le cas du scénariste et agitateur d'idées Alan Moore, qui créera directement ses Watchmen ou son From Hell, bien avant que ces derniers ne soient proposés au Royaume-Uni. Alors, et notamment dans 2000 AD, 2000 AD, toute une génération de dessinateurs et de scénaristes qui vont donc utiliser cette revue pour pouvoir se vendre auprès des éditeurs américains. Voilà. C'est le cas de Kevin O'Neill, Pat Mill, le scénariste, de Dave Gibbons, des scénaristes John Wagner et Alan Grant. Bon, là, c'est une parodie, et moi, le dessinateur est moins connu. Toujours les scénaristes Wagner et Grant. Donc, le fameux V pour Vendetta de David Lloyd et Alan Moore, qui est adapté au cinéma. Qui est une remarquable bande dessinée. Alors, la version américaine est en couleur, la version française en noir et blanc, la version anglaise en noir et blanc. Mais les deux sont intéressants, à savoir. Là, Alan Davis et encore Alan Moore. Alan Davis qui a dessiné beaucoup de X-Men, de séries comme ça. Beaucoup plus psychédélique, le Slen de Simon Bisley. Tout ça est traduit en français dans des albums luxe. Bon, ça, c'est moins connu. C'est pour montrer que la partie comique existe toujours quand même. Les strips aussi continuent à être publiés dans des revues, comme dans The Sun. Mais évidemment, beaucoup moins de succès que dans les années 50, 60 et 70. D'autres strips, des revues un peu, des séries un peu bizarres, comme ce Léviathan, qui était traduit aussi en français, qui est assez étonnant. Là, le dessinateur est d'origine suédoise. Vraiment, donc les Anglais ont l'habitude d'ouvrir leur production à de nombreux auteurs étrangers, toujours aussi psychédélique, le Reagan gauche. Ouais, une belle raquette, encore un truc très proche. Ou alors, ça reste aussi assez classique, comme le Button Man de Ranson et Wagner, également traduit en français. Voilà, là, c'est une bande humoristique qui suit l'actualité anglaise. Voilà le genre de bande dessinée que l'on trouvait encore il y a 20 ans dans les revues. On en trouve de moins en moins aujourd'hui. Voilà. À partir de l'année 2000, le marché britannique de la bande dessinée réussit à ralentir son long déclin, parce que vous vous rendez compte qu'il y a de moins de production qu'avant, mais seulement grâce au succès des mangas et des comics de super-héros. Mais c'est le cas aussi de la plupart de tous les pays européens. Aujourd'hui, en France, 60% de la production des bandes dessinées, ce sont des mangas, lesquels ont toutefois contribué à faire naître des créations autochtones inspirées de ces styles graphiques. Bon, en France, par exemple, un des exemples les plus connus, c'est notre local légendaire, Patrick Sobral, qui, donc, avec sa série Les Légendaires, s'inspire énormément à la fois des comics et des mangas. En Angleterre, il y a des gens qui font pareil. C'est le cas de Gareth Wicks, qui, lui,
mélange le traitement de ce qu'on appelle la ligne claire, c'est-à-dire le style Tintin, avec le manga. Bon, là, ces personnages c'est un japonais. Ou Jack Lawrence, qui lui récupère complètement les graphismes américains que l'on trouve dans les comics des années 2000. Toutefois, au Royaume-Uni, comme dans le reste de l'Europe également, c'est la bande dessinée dite d'auteur et les romans graphiques qui sont devenus l'apanage d'une production qui s'est toujours révélée, depuis ses origines, et au fur et à mesure des années, d'une richesse incroyable, toujours entre innovation et grand classique. Donc je finis sur des images de romans graphiques que l'on trouve aujourd'hui. Ils sont tous traduits en français et tous disponibles à la bibliothèque qui nous accueille aujourd'hui. Voilà. Andy Campbell, qui a travaillé aussi avec Alan Moore sur From Hell. Violent Case par Dave McKean. C'est étonnant de composition. Voilà. The Tale of One Bad Rat, excellent roman graphique de Brian Talbot, qui a été traduit chez Rackham en France. Là encore, Dave McKean et Neil Gaiman, qui est quand même un scénariste et écrivain très connu. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Posy Simons, son adaptation d'Emma Bovary avec Gemma Bovary est vraiment excellente. Alors c'est assez étonnant parce qu'elle y mélange la littérature et la bande dessinée, parce qu'il y a vraiment des pavés de texte, comme vous le voyez ici dans cette histoire. Tout à l'heure, je vous parlais du Père Noël de Raymond Briggs, qui était classé dans les bouquins pour enfants et pas dans les bandes dessinées à son époque. Le même dessinateur a fait une très belle bande dessinée qui s'appelle Ethel and Ernest, qui est traduite en français. Et là, ce qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais que je vous conseille de lire. C'est très très beau, très émouvant. Le Wise Death de Charlie Adler. Alors, le Wise Death n'aura pas beaucoup de succès, mais Charlie Adler, lui, aura beaucoup de succès, parce que figurez-vous que c'est le dessinateur de Walking Dead, la série qui donnera une série télévisée. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la bande dessinée qui s'est inspirée du feuilleton, c'est la bande dessinée qui a été créée d'abord, et le feuilleton télé après. Donc Charlie Adler et le dessinateur de Walking Dead, pour les États-Unis évidemment. Voilà, un autre auteur régulier du roman graphique anglais, Andy Watson. On retrouve Posy Simons avec ce que je considère comme sa meilleure œuvre, Tamara Joe, qui est adaptée plutôt bien par Ken Loach au cinéma. Mais la bande dessinée est quand même extraordinaire. Moi, j'ai découvert la BD avant le film, et franchement, c'était une claque. Autre graphisme plus, on va dire, minimaliste, comme on retrouve régulièrement dans les romans graphiques aujourd'hui. Là encore, Tom Gold, Geoff Winterhart. Tout ça est traduit en français. Voilà, John McNaught aussi, pareil. Ou encore le tout récent Dragman, qui est une parodie de super-héros, qui vient d'être publié. Et je crois que c'est la dernière image. Voilà. Donc vous avez pu voir la diversité et la richesse de cet art. Je vous ai montré vraiment que un millième de ce qui était produit. Mais j'ai tenu à montrer beaucoup d'images pour que vous soyez un peu ébahis par cette production. Et voilà, finalement, je suis très content d'avoir beaucoup travaillé sur la production de ce pays, parce que je savais que c'était intéressant et tout ça, mais pas à ce point-là. Et j'étais vraiment étonné de découvrir que, vous voyez, vous l'avez vu, c'est les premiers à faire travailler des femmes dans ce milieu-là, c'est les premiers à faire des romans graphiques, à faire des carnets de voyage en bande dessinée. Enfin, ils sont vraiment très innovateurs, finalement. Et je finis donc, comme je l'affiche ici,
je remercie donc Uberol pour m'avoir invité et pour l'organisation. Marc-André Dumonteuil, que j'ai cru voir, oui, il est là-bas, qui est un autre grand spécialiste qui aurait très bien pu faire la conférence à ma place, et certainement mieux que moi, sur la BD anglaise, et qui est un excellent graphiste aussi, et c'est lui qui a fait la maquette de l'affiche. Jean de Pelé, qu'on remercie encore pour l'énième fois pour près des numéros de Eagle. Et enfin, Aurélien Dutillet, que je ne vois plus, il est parti boire un café, qui a assuré la technique et que je remercie, parce que ça a fonctionné plutôt bien, parce que pourtant, je ne suis pas très doué avec ce genre de choses. Voilà, je vous remercie tous. Si vous avez des questions à poser, évidemment, oui, j'essaierai de vous y répondre. Vous avez des questions ? Bon, avant que vous cherchiez votre question, je vais revenir sur Marie-Jacques, parce que tu as dit que ce n'était pas très bien traduit. Moi, j'ai connu Marie-Jacques, j'ai déjeuné plusieurs fois avec lui, je l'ai même mangé à Limoges. Il m'avait raconté qu'à l'époque, fin des années 50, toutes ces planches, il allait en Angleterre, où c'est les Anglais qui venaient, il les échangeait. Et il n'y avait pas les textes sur les planches. Donc Marie-Jacques, il écrivait les textes suivant les dessins qu'il avait. Alors forcément, ça n'avait rien à voir avec la oui. Des questions alors ? Ben là, de cette époque-là, oui. Parce que si tu veux, les textes sont à part. Ouais, souvent c'est ça, ou alors de toute façon les traducteurs faisaient ça à la va-vite et puis ils n'étaient pas très très mal payés. Déjà les dessinateurs n'étaient pas bien payés, les scénaristes encore moins. Donc vous imaginez les traducteurs, quoi. Donc les planches, quand ça arrivait avec les textes, quand c'était le cas, ils découpaient, ils collaient sur les textes. Oui, c'est ça. Ils refaisaient le lettrage, donc ils découpaient la bulle, quoi. Enfin, ils collaient sur la planche originale. On retrouve, moi j'ai quelques planches originales comme ça où les bulles sont écrites en néerlandais alors que le texte d'origine espagnol ou anglais, on se foutait complètement. Quand on sait les prix maintenant des planches originales, il y a de quoi râler. Il faut dire que les dessinateurs ne récupéraient pas leurs planches à l'époque. Hein. Oui. Non, ça n'avait aucune valeur. Ça passait à la poubelle. Ouais, ça n'avait aucune valeur. Alors, question ? Non ? Bon, je vais revenir à France-Grande-Bretagne. On a une journée le dimanche 5. Bon, ceux qui sont membres de l'association le savent. Il y a un repas, anglais bien sûr. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, il faut me le dire. Je leur enverrai un mail avec le menu. Ça sera à midi. L'après-midi, il y aura un chanteur qui s'appelle Chris Cairn. C'est un chanteur anglais, qui habite à Saint-Mathieu. Hein, c'est pas... Mais il est tout style rock, crooner, etc. D'après sa femme, il peut tenir 5 heures sans s'arrêter. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu en œuvre, il tient bien ses 3 heures faciles. Voilà. Donc c'est le dimanche 5 décembre. Et les prochaines conférences, ça sera l'année prochaine. Il faudrait applaudir Gilles, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant parce qu'on s'est retrouvé avec des planches du milieu du 19e, qui étaient vraiment des planches de BD, alors qu'on nous a toujours souvent dit que ça datait suisse ou plutôt des débuts, vraiment la fin. Que c'était vraiment européen, quoi. Alors tout à fait. On dirait donc, la Grande-Bretagne, c'est européen. Mais, ouais. Ceux qui veulent feuilleter les Eagles avant que Jean de Pelé les récupère, on peut les brûler ? Non, je pense pas. Je crois qu'il ne serait pas très content. Donc c'est vraiment des choses absolument introuvables, hein. Enfin du moins en France. Voilà. Ok. Bon merci à vous, hein, et à tout à l'heure pour ceux qui viennent manger. Voilà.